Bonsoir à tous, cher professeur Samantha Besson, mesdames et messieurs. Je suis ravi de revenir dans cet amphithéâtre pour la deuxième conférence de la série que vous m'avez si aimablement invité à donner. Aujourd'hui, je me pencherai sur les effets pervers de l'aide au développement, un sujet qui, plus que jamais, s'impose dans le débat intellectuel et politique contemporain. Ce thème n'est pas seulement une réflexion sur les politiques de coopération. Il interroge le rapport profond entre dépendance et autonomie, entre solidarité et pouvoir, entre le langage de l'aide et les structures de domination qu'il a parfois involontairement consolidé. L'expression « effet pervers » renvoie à ces conséquences inattendues qu'avait déjà identifié Robert Merton dans sa sociologie de l'action. Dans le cas de l'aide, la perversité ne tient pas à l'intention, mais au système. Des politiques pensées pour soulager la pauvreté ont souvent renforcé la dépendance en figeant la hiérarchie entre donateurs et récipiendaires. L'aide, censée réduire les déséquilibres, a parfois institutionnalisé la subordination. Ce paradoxe que l'on pourrait qualifier d'effet boomerang moral constitue le cœur de ma réflexion. Ce débat s'inscrit dans une tradition intellectuelle foisonnante. Des auteurs comme Albert Hirschman, avec sa théorie des stratégies de développement fondée sur la créativité locale, ou encore Peter Bauer, qui dès les années 1990 dénonçait les incitations perverses de l'assistance, ont montré tous les deux que la dépendance ne vient pas seulement de la rareté des ressources, mais de la perte d'initiative. D'autres, tels que Ajun Chang ou Eric Reinert, ont démontré que les pays industrialisés ont souvent retiré à ceux du Sud les échelles du développement qu'ils avaient eux-mêmes empruntées. Plus récemment, Jason Hickel et William Easterly ont remplacé la critique de l'aide dans une économie morale globale. L'aide n'est qu'un recyclage partiel des déséquilibres produits par le commerce, la finance et la fiscalité internationale, d'après eux. Ces travaux nous rappellent que le problème n'est pas seulement quantitatif, combien d'aide, mais qualitatif. Quelle vision du monde sous-entend cette aide? C'est pourquoi la critique de l'aide ne saurait être une dénonciation morale. Elle relève de ce que j'appellerais une sociologie du savoir sur le développement. Comprendre comment se fabriquent les idées, les indicateurs, les classements et les catégories à travers lesquelles on définit le succès ou l'échec des nations. Michel Foucault, dans un de ses cours dans ce Collège de France, en 1977, et entre 1977 et 1978, l'avait pressenti dans son propos selon lequel derrière chaque dispositif de gouvernement se cache une économie de vérité. L'aide en est un. Elle produit ses propres vérités, ses propres critères de rationalité. Les politiques de développement sont ainsi devenues des instruments de normalisation. Elles disent non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il faut être pour être jugé moderne. La notion de dépendance structurelle est ainsi centrale. Raoul Prebisch, Gunnar Myrdal ou encore Celso Furtado avaient montré que le sous-développement n'est pas un retard, mais une relation. Il résulte d'une insertion asymétrique dans l'économie mondiale. Cette idée demeure d'une actualité saisissante. Dans le cas africain, la dépendance s'est traduite moins par la contrainte directe que par l'intériorisation des modèles venus d'ailleurs. On a parlé de partenariat, de bonne gouvernance,
de ownership aux propriétés locales des réformes. Mais les cadres de pensée restaient définis à Washington, à Bruxelles, à Londres ou à Paris. Et comme le rappelait Amilcar Cabral, on ne libère pas les peuples en leur prêtant des instruments, mais en leur rendant la parole. L'émancipation intellectuelle précède toujours l'émancipation économique. Cette réflexion nous conduit à examiner le rôle du multilatéralisme, qui fut longtemps la scène naturelle de l'aide. Après 1945, la solidarité internationale s'est institutionnalisée dans les réseaux d'organisations censés équilibrer les rapports de force mondiaux. Le fameux plan Marshall est un exemple. Mais cette architecture s'essouffle. Les institutions nées de la bienveillance se sont transformées en bureaucratie de la gestion. Elles parlent au nom de la solidarité, tout en l'épuisant. À force de vouloir concilier les injonctions des marchés et les impératifs sociaux, elles ont créé un système fondé sur la promesse perpétuelle. Le fameux cycle de over-promising and under-delivering. On promet la fin de la pauvreté, la neutralité carbone, la réforme du commerce mondial, mais le résultat est une inflation d'engagement et une érosion de la confiance. Cette tendance s'explique aussi par une logique interne. Les institutions multilatérales sont en compétition permanente pour leur légitimité. Elles multiplient les annonces, non pas par cynisme, mais par nécessité d'exister médiatiquement et politiquement. Chaque sommet doit être plus ambitieux que le précédent, chaque initiative plus visible que la précédente. Le système ainsi pris dans sa propre rhétorique ne peut plus admettre la modestie des progrès réels. Il surpromet pour survivre et sous-livre parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est ainsi que s'installe le déficit de crédibilité et avec lui, la défiance. Ce déficit de confiance est aujourd'hui le plus grand impensé du développement. Je répète, ce déficit de confiance est aujourd'hui le plus grand impensé du développement. Les bénéficiaires doutent, les bailleurs s'essoufflent, les citoyens des pays donateurs s'interrogent. Or, la confiance est la véritable monnaie d'un partenariat crédible. Sans elle, aucune coopération n'est durable. Quand la confiance s'effrite, la relation devient contractuelle, puis comptable, puis mécanique. Le multilatéralisme se vide alors de son sens. Il continue de fonctionner, mais sans conviction. Ce désenchantement s'accompagne d'un autre phénomène plus insidieux, l'effacement de l'empathie dans les relations internationales. Dans mes travaux récents, j'ai proposé d'y voir la transformation du système humanitaire dans une économie du contrôle. Les crises ne mobilisent plus la compassion. Elles alimentent la gestion du risque. L'aide humanitaire est devenue un instrument de stabilisation politique. Elle sert à contenir les migrations, à prévenir les contagions, à préserver les marchés. L'empathie, jadis moteur de la solidarité, s'est muée en ressource stratégique. Ce déplacement marque la fin d'une ère, celle où les invocations morales jouaient un rôle d'équilibre face aux intérêts. La diplomatie aujourd'hui performe la solidarité plus qu'elle ne le pratique. L'aide s'affiche pour convaincre, non plus pour transformer. Dans ce contexte, le continent africain occupe une position singulière. Il n'est pas seulement la victime d'un système en crise, il est aussi le révélateur. L'Afrique expose ce que le reste du monde préfère ignorer, la contradiction entre les discours de justice
et la réalité des rapports de pouvoir. Mais elle représente aussi un espace d'innovation institutionnelle. Les expériences de mutualisation financière, de régulation régionale ou encore les tentatives de construire une architecture africaine de financement, dont je étalerai les détails plus tard, témoignent d'une volonté de rupture. Elles traduisent la conviction qu'une solidarité authentique ne peut naître que de la réciprocité, non de l'hiérarchie. Cette conférence se déploiera donc autour de 3 axes. Comprendre comment la logique de l'aide, née de la solidarité, a engendré des formes subtiles de dépendance. 2, analyser comment la financiarisation du développement a prolongé ces logiques en les technicisant. Et 3, enfin, montrer comment l'Afrique peut transformer cette dépendance en levier de refondation en participant activement à la redéfinition des règles économiques mondiales. L'objectif n'est pas d'ajouter un plaidoyer à d'autres, mais de situer un moment charnière, celui où la promesse d'émancipation révèle ses limites et où l'idée de solidarité doit être repensée à partir d'un principe de responsabilité partagée. L'aide ne disparaîtra pas, mais elle doit redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, un instrument d'équilibre et non d'assistance, un catalyseur et non une tutelle. Voilà, mesdames et messieurs, le point de départ de la réflexion. Examiner comment une promesse d'émancipation a pu devenir un système d'habitude et pourquoi, dans ces failles, se dessine peut-être déjà une autre forme de solidarité, j'espère plus lucide, horizontale et libre. Comme je l'ai indiqué, lorsque l'on parle de l'aide au développement, on évoque souvent un geste moral, presque humanitaire, qui serait la preuve tangible d'une solidarité internationale. Mais l'histoire de l'aide à l'Afrique est bien plus ambivalente. Elle a façonné les institutions, orienté les politiques publiques et surtout forgé un imaginaire collectif dans lequel le progrès semble dépendre de la générosité des autres. C'est ce que j'ai appelé une forme de auto-illusion, celle qui fait confondre assistance et transformation. En Afrique, l'aide a cessé d'être un instrument. Elle est devenue une manière de penser le monde. On ne l'interroge plus, on la présuppose. L'aide n'est pas un moyen parmi d'autres. Elle est devenue la condition du développement lui-même. Cette logique s'est enracinée dès le début de la coopération moderne. L'aide, à l'origine, devait accompagner la reconstruction européenne après la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'elle s'est étendue au monde colonial en décolonisation, elle a servi d'outil de continuité, maintenir les liens politiques sous couvert de solidarité. Dans le cas africain, elle a été l'expression d'un double mouvement. D'un côté, la volonté d'inscrire les nouveaux États dans une économie moderne, mondiale. De l'autre, la peur de leur autonomie. C'est dans cette tension que sont nées les conventions de Lomé, puis de Cotonou, entre l'Union européenne et les États de l'Afrique, Caraïbes-Pacifique, présentés comme des partenariats égalitaires, mais conçus comme des mécanismes d'encadrement. Derrière les mots coopération, solidarité, il s'agissait d'institutionnaliser une dépendance pacifiée, presque cordiale. Ces accords reposaient sur une philosophie de la dépendance bienveillante. Les flux d'aide étaient conditionnés à la stabilité politique, à la libéralisation des marchés, à la privatisation des entreprises publiques. Donc, sous couvert d'aider, on imposait un modèle. Ces pays n'étaient pas invités à inventer leurs propres solutions. Ils devaient reproduire celles qui avaient ailleurs permis l'accumulation de richesses de ceux qui les instruisaient.
l'idée d'une bonne gouvernance universelle masquait le fait que cette gouvernance n'était pas neutre. Elle traduisait des rapports de force, des valeurs et des priorités façonnées ailleurs. On n'attendait pas de l'Afrique qu'elle devienne forte, mais qu'elle reste gérable. Cette approche a profondément marqué la culture politique du développement. La réussite d'un pays africain ne se mesurait plus à la transformation de son économie ou à la réduction des inégalités, mais à sa capacité à satisfaire ses obligations extérieures. On louait la bonne gouvernance d'un État, non pas parce que ses citoyens prospéraient, mais parce qu'il remplissait les critères d'ajustement. Les réformes s'enchaînaient, rarement pour répondre à des débats internes, mais pour se conformer aux matrices d'indicateurs définies notamment par les institutions de Bretton Woods. C'est ainsi que la politique de développement s'est transformée en gestion de la conformité. Cette illusion a produit une dépendance intellectuelle durable. Les élites technocratiques ont été formées dans les universités du Nord, souvent avec des bourses d'aide, et ont intégré des catégories de pensée qui accompagnaient cette logique. Les plans nationaux de développement sont devenus des compilations de cadres logiques et de termes standardisés. Durabilité, inclusion, transparence, résilience. Tout cela semblait moderne, mais traduisait surtout une intériorisation des attentes extérieures. La pensée africaine du développement s'est trouvée normalisée, calibrée, alignée. Même la contestation se faisait dans le langage de l'aide. On voulait une aide plus efficace, une meilleure coordination, une appropriation locale. La question de fond, faut-il continuer à penser à travers l'aide, n'était presque jamais posée. Pourtant, à mesure que le discours sur la solidarité se généralisait, les effets pervers devenaient évidents. L'aide, censée réduire la dépendance, l'a renforcée. Elle a déplacé la responsabilité politique. Ce n'est plus l'État qui doit rendre des comptes à ses citoyens, mais aux bailleurs. Elle a transformé la planification en exercice d'adaptation à des calendriers budgétaires venus d'ailleurs. Elle a nourri des bureaucraties locales dont la survie dépendait du maintien de cette économie de l'aide. Elle a affaibli la légitimité interne des gouvernements en les reliant à des objectifs souvent étrangers à leurs priorités nationales. Cette logique s'est diffusée jusqu'au plus profond des administrations. Dans bien de pays, la formulation d'une politique publique commençait par la question « Quel partenaire peut financer cela ?» et non « Pourquoi le faisons-nous et dans quel intérêt collectif ?» Ce renversement de perspective a eu des conséquences immenses. D'abord, il engendre une économie de court terme, gouvernée par des cycles de projets, des stratégies qui sont conçues ailleurs. Il altère la notion même de souveraineté, désormais conçue comme une capacité à négocier des conditionnalités plutôt qu'à décider ses propres priorités. Il transforme la relation entre citoyens et l'État. La légitimité se mesure en montant obtenu plutôt que résultat obtenu. Les budgets nationaux se lisent à travers des apports extérieurs. Les institutions s'habituent à fonctionner dans un mode de dépendance permanente. Et la société souvent s'y adapte. Les ONG deviennent les véritables opérateurs du service public. Les financements internationaux suppléent la fiscalité. L'aide, en voulant compenser, a remplacé. Dans les années 80 et 90, cette logique s'est durcie avec les programmes d'ajustement structurel. Le mot d'ordre était de la rigueur, la promesse
était la stabilité macroéconomique. Mais la stabilité est vite devenue une fin en soi. Les politiques imposées ont souvent détruit les tissus productifs émergents, affaibli les administrations, érodé la confiance de l'État et de la population au nom de cette stabilité. Les sociétés africaines ont vécu cette période comme un désenchantement. Le développement n'était plus une promesse, il est devenu un fardeau. Pourtant, la discipline imposée a produit une forme d'habitude, celle de devoir prouver sans cesse sa vertu économique. C'est une morale de la dette, intériorisée, presque réflexe. Et aujourd'hui encore, cette morale persiste. Les ajustements ne se nomment plus ainsi, mais leur mécanisme demeure. Les critères de soutenabilité de la dette, par exemple, les évaluations de risque, les conditionnalités de marché ne font que prolonger la même logique. Le coût du capital en Afrique illustre cette continuité. Des primes de risque 5 fois supérieures à celles des pays riches, surévaluant les risques réels. Le risque Afrique est devenu un stéréotype financier, un instrument de contrôle déguisé en évaluation technique. La notation a remplacé la mission d'expert. Mais l'esprit reste identique. Il faut se conformer. Le problème n'est donc pas que l'aide soit insuffisante, il est qu'elle soit devenue la mesure du succès. Elle a remplacé l'imagination politique, elle a standardisé la pensée, elle a rétréci la capacité de rêver autrement. Elle a produit des réflexes de justification, de docilité, de dépendance. Elle a ancré dans les esprits l'idée que le développement est quelque chose qui s'obtient, pas quelque chose qui se construit. Voilà la plus grande des auto-illusions, celle qui fait confondre approbation avec progrès. Lorsque les programmes d'ajustement structurel ont officiellement pris fin, une idée a commencé à s'imposer. L'Afrique allait pouvoir enfin reprendre le contrôle de sa trajectoire. Le vocabulaire du développement s'est transformé. On ne parlait plus de plan d'austérité, mais de réformes structurelles. On annonçait la fin de l'ère de la contrainte au profit de l'appropriation nationale et du leadership africain. Le ton semblait nouveau, mais l'esprit, lui, restait le même. Derrière l'apparente rupture, la logique de dépendance continuait de se reproduire, désormais habillée des mots de la modernité managériale. L'aide, même rebaptisée partenariat, continuait d'occuper le centre du jeu. On ne le remettait pas en cause, on cherchait à lui rendre plus efficace. C'est ainsi qu'à la fin des années 90, le monde du développement est entré dans l'âge de l'efficacité de l'aide. On a multiplié les conférences, les déclarations, les cadres d'action, à Monterrey, à Paris, à Accra, à Busan. À chaque étape, une promesse. Harmoniser les efforts, coordonner les bailleurs, renforcer l'appropriation par les pays récipiendaires, et ainsi de suite. L'objectif affiché était de dépasser les erreurs du passé. Et ils étaient identifiés. Fragmentation, duplication, lourdeur bureaucratique, pour entrer dans une ère de transparence et de performance. Mais à bien y regarder, ce nouveau consensus ne faisait qu'amplifier le pouvoir de ceux qui fixaient les indicateurs de cette efficacité. L'aide restait la référence et non l'outil. On ne se demandait pas si elle était souhaitable, mais comment la perfectionner. La dépendance devenait rationnelle, presque scientifique. L'évaluation devint la nouvelle religion du développement. À travers elle, le pouvoir se déplaçait. Il ne s'exerçait plus dans la décision, mais dans la mesure ou dans la mensuration. Des batteries d'indicateurs ont été créées pour classer, comparer, noter.
des pays africains se sont retrouvés enfermés dans une compétition d'indices, une course à la conformité. L'indice de compétitivité mondiale, l'indice de gouvernance, celui de la perception de la corruption, autant de thermomètres qui disaient la santé d'une économie, mais jamais sa justice sociale, ni sa capacité de transformation. L'État a cessé de définir ses propres critères de réussite. Il a appris à se lire à travers le regard des autres et ses évaluations. Dans cette nouvelle ère, l'aide n'imposait plus seulement des conditions macroéconomiques, mais des normes institutionnelles. Sous le terme séduisant de bonne gouvernance, un modèle politique et administratif s'est diffusé, celui d'un État minimaliste, transparent, technocratique, respectueux des équilibres du marché. La bonne gouvernance n'était pas une philosophie neutre, c'était une prescription. Elle définissait ce qu'un État africain moderne devait être, comme il devait recruter, comme il devait planifier, comme il devait décider. Elle confondait efficacité administrative et légitimité politique. Le développement devint une affaire de procédure, pas de vision. Les institutions internationales, quant à elles, n'avaient plus besoin de sanctions directes. La conformité volontaire suffisait. L'autocontrôle était devenu le nouveau outil de domination douce. Dans le même temps, un autre mécanisme s'est imposé, la discipline par la notation. Les agences de notation financière ont remplacé les missions du FMI comme juge de la vertu économique. Un abaissement de la note, parfois basé sur des critères opaques ou des préjugés, pouvait faire exploser les coûts d'emprunt d'un pays. Les primes de risque appliquées aux économies africaines étaient sans commune mesure avec leur réalité. Jusqu'à nos jours, seulement 2 pays arrivent à sortir de la classification ordure, le Botswana et Maurice. Des pays plus stables que nombre d'économies émergentes, latino-américaines ou d'Europe centrale, continuent d'emprunter à des taux 3 fois supérieurs. Ce risque Afrique, construit par la perception plus que par des données, est devenu une barrière invisible, un ajustement permanent imposé par les marchés. Les institutions financières internationales, qui prétendaient accompagner le continent, ont rarement remis en cause cette injustice systémique. Elles s'y ont adaptées, voire s'en sont servies pour justifier leur présence. L'efficacité de l'aide a donc prolongé, sous des formes plus polies, l'esprit des ajustements. Les conditionnalités explicites ont cédé la place aux conditionnalités implicites. La rhétorique du partenariat a remplacé celle de la tutelle, mais l'hiérarchie restait intacte. Les rapports entre bailleurs et bénéficiaires ont pris des allures d'une relation contractuelle de type nouveau. Le respect des indicateurs d'efficacité tenait lieu de loyauté politique. Les États africains, dans ce nouveau cadre, se sont mis à gérer leur réputation, auprès des bailleurs, bien sûr, comme on gère une marque. Les plans de développement sont devenus des vitrines calibrées pour rassurer et attirer. Ils se sont mis à produire des rapports de conformité avec, par exemple, les objectifs du millénaire ou les objectifs de développement durable. L'imaginaire de la conformité s'est substitué à celui du changement. Certes, de nouveaux acteurs sont apparus. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, les pays du Golfe. Ils ont diversifié les partenariats africains. Cette ouverture a suscité l'espoir d'un rééquilibrage. Mais l'Afrique n'a pas redéfini sa position. Elle a multiplié les dépendances.
Chaque nouveau partenaire est venu avec ses conditions implicites et quelquefois, elles étaient dures. Ressources, marchés, alignement diplomatique. La diversification n'a pas produit d'autonomie, mais la dispersion. Le continent, au lieu de construire une stratégie collective, a négocié au coup par coup. Les États ont troqué une tutelle pour plusieurs, se plaçant dans une géométrie d'intérêts où ils ne dictaient jamais les règles. Ils ont continué à se disperser plutôt qu'à s'unifier. Les ambitions de l'Union africaine restant tributaires de son énorme dépendance des bailleurs, elle aussi. L'illusion du partenariat gagnant-gagnant a aussi masqué une réalité. Les instruments d'aide se sont modernisés sans que les asymétries de pouvoir ne changent, comme je le soulignais dans la conférence d'hier. Les États africains continuent d'être évalués par ceux qui les financent. Les promesses d'appropriation locale restent souvent symboliques. Dans bien des pays, les documents stratégiques nationaux, plans, cadres de coopération, vision 2030, etc., reprennent mot par mot les formulations des bailleurs. Le langage a changé, mais l'imaginaire est resté captif. L'Afrique se pense souvent à travers le prisme du regard extérieur. Et plus le vocabulaire se technicise, plus cette dépendance devient invisible. C'est comme si on ne se rendait pas compte qu'on n'a pas sorti encore de la case. Pourtant, il y avait dans cette période un véritable potentiel de rupture. Les conditions politiques s'y prêtaient. Stabilité accrue, démocratisation relative, montée d'une nouvelle génération de décideurs plus instruits et connectés. L'Afrique aurait pu saisir ce moment pour se reconstruire, soit ses cadres économiques, reformuler ses institutions, créer ses propres outils de financement. Mais la dépendance intellectuelle était trop ancrée. On a préféré améliorer les processus existants plutôt que de réinventer. L'appropriation a consisté à adopter la méthode du bailleur avec rigueur, non à en proposer une alternative. On a appris à parler le langage de la gestion, par exemple, pas celui de la vision. Ainsi, la période post-ajustement structurel, que beaucoup ont perçue comme une libération, a en réalité prolongé l'esprit de dépendance sous d'autres formes. L'Afrique n'était plus sous contrôle direct, c'est vrai, mais sous observation permanente. Le contrôle est devenu internalisé, la tutelle intériorisée. Les institutions nationales, fières d'être jugées réformatrices, ont continué à chercher leur légitimité hors d'elles-mêmes. Le continent s'est modernisé sans s'émanciper. Et ce paradoxe est au cœur de la question que nous abordons ce soir. Pourquoi, malgré la fin des programmes d'ajustement, l'Afrique reste-t-elle prisonnière d'une logique de l'aide? La réponse n'est pas dans l'économie seule. Elle réside dans la manière dont l'aide a façonné les réflexes institutionnels et la culture politique du continent. En transformant la dépendance en vertu, en valorisant la conformité comme gage de maturité, le système a produit un développement sans autonomie. Je le disais hier, ce modèle s'est imposé non pas par la contrainte, mais par l'habitude. C'est pourquoi la rupture, lorsqu'elle viendra, ne pourra pas être décrétée de l'extérieur. Elle devra être d'abord mentale, et après cela, bien sûr, institutionnelle. Car tant que l'Afrique cherchera à convaincre les autres de sa crédibilité, elle ne croira pas à la sienne. Au tournant de la décennie 2010, le paysage de l'aide au développement a commencé à se métaformiser.
Les grandes puissances confrontées à la crise financière et à la montée du populisme et à la lassitude de leur opinion publique ont cherché à redéfinir leur engagement, notamment international. L'ère de la charité institutionnelle a laissé place à celle de la finance dite innovante. On n'a plus parlé d'aide, mais de mobilisation de ressources, de partenariats d'investissement, d'effets de levier. Ce glissement sémantique, souvent salué comme un progrès, a en réalité modifié la nature même de la relation entre l'Afrique et ses partenaires extérieurs. Le développement n'était plus une mission collective, mais un produit financier à rentabiliser. Le langage du bien s'est fondu dans celui du gain. Ce changement a été rapide. L'aide publique au développement stagnait, tandis que les besoins augmentaient. La solution, disait-on, viendrait du blended finance. Mélanger fonds publics et capitaux privés pour attirer les investissements vers des projets jugés trop risqués. L'idée semblait séduisante. Mutualiser les risques pour stimuler les opportunités. Mais dans la pratique, le déséquilibre s'est accentué. Les pays africains se sont retrouvés à endosser une part croissante du risque pour rassurer les investisseurs étrangers qui, eux, restaient protégés. L'aide, au lieu de réduire la vulnérabilité, la garantissait maintenant. Ce n'était plus un transfert de solidarité, mais une couverture d'assurance au profit du capital. Dans cette nouvelle architecture, le vocabulaire s'est modernisé. Impact investing, finance verte, résilience climatique, tout semblait innovant, inclusif, durable. Pourtant, derrière les slogans, le mécanisme demeurait assez classique. Les décisions stratégiques restaient concentrées hors du continent. Les projets calibrés pour répondre à ces exigences n'étaient pas dans les mains des Africains. L'Afrique se voyait proposer des solutions standardisées, souvent incompatibles avec ses besoins structurels. Et les grands fonds climatiques, par exemple, imposaient des critères si complexes que la plupart des pays africains devaient passer par des intermédiaires européens pour y accéder. La dépendance changeait de visage, moins politique, plus technique, mais tout aussi contraignante. La financiarisation du développement a transformé le rôle des institutions multilatérales et a créé un peu ce qu'on perçoit maintenant comme la crise du multilatéralisme du côté développement. Leur mission initiale, redistribution, réduction des inégalités, accompagnement du développement, se sont progressivement confondues avec celles des banques d'investissement. Tout simplement, banques d'investissement. Le succès d'un programme se mesurait désormais à sa mobilisation de capitaux privés. On parlait d'effet catalyseur, non de justice sociale. Ces institutions se présentaient comme des facilitateurs de marché, un terme qui en dit long sur la mutation de paradigme. Elles n'étaient plus les garants de la solidarité mondiale, mais les gestionnaires d'une financiarisation globale. L'aide devenait un label moral pour des instruments de marché. Mesdames et messieurs, l'Afrique a accueilli cette évolution avec prudence, pragmatisme. Certains gouvernements y ont vu une chance de diversification. Les projets d'infrastructure, énergie renouvelable, agriculture durable semblaient enfin trouver des nouveaux financiers. Mais l'euphorie initiale s'est vite heurtée à la réalité. Les taux d'intérêt restaient élevés, les conditions de remboursement étaient aussi strictes, les délais de mise en œuvre avec la même longueur. L'accès à ces financements supposait une conformité réglementaire qui excluait de faire un certain nombre de pays, et ces pays exclus de la finance inclusive n'étaient pas capables de justifier pourquoi ils
ils avaient ce sort, mais ils comprenaient clairement que le langage avait changé et qu'ils ne s'étaient pas adaptés suffisamment, la conformité. Les autres restaient à la marge, condamnés à mendier des subventions résiduelles d'une aide en voie d'épuisement. Pendant ce temps, les flux officiels d'aide au développement diminuaient. Les crises successives, pandémie, guerre en Ukraine, inflation mondiale, ont achevé de détourner les budgets publics vers des priorités nationales. En 2025, donc notre année, moins d'un cinquième de l'aide mondiale est réellement dirigée vers des programmes de développement structurel. La majorité finance des dépenses internes, comme les politiques migratoires, ou des interventions d'urgence, y inclut le soutien à l'Ukraine. L'aide n'est plus un instrument de solidarité, mais de gestion géopolitique. Elle a toujours été un peu, mais elle est devenue complètement absorbée par cela. Elle suit les crises plutôt qu'elle les anticipe. Et dans cette course à la visibilité, l'Afrique devient une scène parmi d'autres, même pas la plus importante. Utile lorsqu'elle illustre les promesses de la finance verte, marginale lorsqu'elle rappelle la persistance des inégalités. La financiarisation a également transformé les rapports de pouvoir. Les marchés dictent désormais la crédibilité d'un État. La perception du risque, souvent façonnée par des acteurs extérieurs, conditionne le coût du capital et donc la marge de manœuvre politique. Ce système fonctionne comme une boucle de dépendance. Plus un pays dépend du financement extérieur, plus il doit se conformer à ses règles. Ce biais de perception enracine une espèce de logique longue en histoire. Il prolonge la vieille idée selon laquelle l'Afrique est un espace d'assistance plutôt qu'un espace de confiance ou d'opportunité, si on veut. Le marché mondial a repris son compte les réflexes de l'aide, évaluer, contrôler, conditionner. Comme je l'ai dit, la notation a remplacé la mission d'expert, mais la morale reste identique. Les agences financières ne punissent pas seulement l'incertitude, elles sanctionnent la différence. Elles imposent une homogénéité normative qui prive les pays africains de la possibilité d'expérimenter d'autres modèles de développement. La financiarisation, sous ses apparences modernes, reconduit donc l'ancienne hiérarchie. Cette nouvelle ère s'accompagne d'un changement plus profond. L'aide classique prétendait agir au nom du devoir. La finance du développement d'aujourd'hui agit au nom de la rationalité. Mais toutes les deux reposent sur une même certitude. Le développement de l'Afrique doit être piloté de l'extérieur. La différence, c'est que la première le faisait au nom de la compassion, la seconde au nom de l'efficacité. Dans les deux cas, l'Afrique reste dépendante d'un regard étranger sur sa valeur, sur sa capacité et sur sa crédibilité. Le langage a changé, le pouvoir pas. Ce que l'on appelait autrefois conditionnalité politique se nomme aujourd'hui standard de gouvernance. Pourtant, il serait injuste de nier les avancées réelles de cette période. La montée d'une expertise africaine, l'essor d'institutions régionales plus solides, la diversification des sources de financement, l'absence d'un cadre continental cohérent, c'est vrai, laisse chaque pays seul face à la puissance financière globale, mais cette solitude rend toute stratégie vulnérable, mais capable aussi de résister à la logique de l'aide. On a commencé à voir une capacité de mobilisation interne qui n'existait pas jusqu'à maintenant. La question désormais n'est plus de savoir comment rendre l'aide plus efficace, mais comment la rendre moins nécessaire. C'est pourquoi les propos et les revirements dramatiques de l'administration américaine et leurs répercussions ailleurs, dans la réduction de l'aide au développement, représentent du côté africain une réelle opportunité, presque un réveil. Le véritable progrès se mesurera le jour où l'Afrique définira elle-même
les règles de son financement, les hiérarchies de ses priorités et la temporalité de ses ambitions. Il y a eu un moment discret mais décisif où l'Afrique aurait pu rompre le cycle de dépendance après la fin des ajustements structurels, etc. Elle n'a pas saisi ce moment africain que d'autres ont vu comme une opportunité d'investir et de retirer plus de profit du continent. On aurait pu s'attendre à ce que cette période serve à bâtir une économie plus endogène. Les conditions semblaient réunies, prix de matières premières favorables, démographie dynamique, stabilité relative, mais la logique du projet a prévalu sur celle de la stratégie. Les budgets nationaux, alimentés par des flux d'aide et d'investissement, ont continué à dépendre de cadres imposés. Et c'est un contraste par rapport à l'Asie, qui à la même époque faisait exactement le contraire. Maintenir la stabilité macroéconomique pour eux était aussi important que l'investissement public. L'Afrique, elle a continué à se soumettre à la prudence financière, imposée par le regard, la crainte du déficit, de la dette, de la mauvaise gouvernance, un frein à l'audace. Là où l'Asie s'industrialisait, l'Afrique rationalisait. Les programmes de bonne gouvernance ont remplacé ces stratégies d'industrialisation que les autres ont préférées. L'émergence de nouveaux partenaires n'a pas changé la logique. Les financements chinois ont accéléré la construction d'infrastructures, c'est vrai, mais souvent sans transfert technologique ni intégration régionale. Les investissements des pays du Golfe ont suivi la logique de l'extraction. L'Afrique est devenue espace d'opportunité d'autres. Et c'est là sans doute la leçon la plus importante. L'Afrique n'a pas manqué de ressources, mais de coordination. Elle n'a pas manqué d'ambition, mais de convergence. Au lieu d'unir ses forces pour créer des institutions financières continentales solides, elle a multiplié les initiatives partielles. L'Afrique doit maintenant participer à une refondation. La question centrale n'est plus de savoir si l'Afrique doit refuser l'aide, mais comment elle peut s'en libérer. Pour la dépasser, il faut transformer les fondations mêmes du financement du développement et réorienter les ressources internes en renonçant à la régulation régionale et en rééquilibrant sa fiscalité. C'est tout un programme. Des institutions régionales, notamment la Banque africaine de développement et d'autres banques africaines, pourraient y jouer le rôle de contrepartie régulatrice garantissant une approche qui est complètement différente de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, en commençant par cette autonomie financière qui va utiliser l'épargne africaine en premier lieu. À moyen terme, une unité de compte africaine fondée sur un panier de monnaie régionale pourrait produire des effets extraordinaires de stabilisation de ce qui a été un des risques les plus importants. La création d'un fonds africain pour la transition énergétique ou la création d'un marché africain de carbone régulé a tout son sens et pourrait complètement à nouveau changer la donne. Mais la véritable rupture doit être celle du contrat social. L'aide a souvent déplacé la reddition des comptes. Les gouvernements rendaient des comptes aux bailleurs, non aux citoyens. Reprendre le contrôle du financement, c'est restaurer la légitimité interne. Cela passe par la transparence budgétaire, c'est clair, mais aussi pour un certain nombre d'innovations qui vont permettre une autonomie financière africaine. Le protagonisme africain, enfin, repose sur la capacité à réguler. La souveraineté du XXIe siècle se joue moins sur les frontières que sur les normes comptables, numériques, environnementales. L'Afrique doit s'imposer comme productrice de standards dans la fiscalité minière, la régulation des données, la finance durable, la certification carbone, la propriété intellectuelle. Ces normes définiront la valeur future de ces ressources et de ses innovations à elle. En fixant ses propres critères, le continent passera du statut de sujet à celui d'arbitre dans les grandes négociations globales pour la partie qui le concerne. S'il accepte que l'ère de la charité est révolue, il faut commencer par accepter qu'on entre dans l'ère de la maîtrise.
Et cette ère de la maîtrise, l'Afrique ne peut l'atteindre que si elle est capable de refondation. Cette refondation ne passera pas seulement par les réformes institutionnelles, elle suppose une nouvelle grammaire du multilatéralisme, où les règles cessent d'être imposées et deviennent coproduites. L'Afrique peut jouer un rôle moteur dans cette réécriture, non en s'imposant ou en s'opposant comme alternative morale, mais comme espace d'expérimentation. On le voit déjà dans certains domaines, comme la finance climatique, la régulation des matières premières critiques ou la gouvernance des données. Pour cela, il va falloir assumer la complexité du monde contemporain, plutôt que de le craindre. Nous vivons une époque où la rupture n'est plus l'exception, mais la règle. Comme je l'ai écrit ailleurs, la disruption est devenue la description du monde. Les crises se succèdent, s'imposent, elles ne sont plus des anomalies, elles sont devenues le rythme même du système. L'Afrique, qui a toujours vécu dans la turbulence, est paradoxalement mieux préparée à ce monde instable que les puissances établies. Sa souplesse, sa démographie, sa créativité institutionnelle sont des atouts dans une ère où l'adaptation compte plus que la domination. La question n'est donc plus de s'intégrer à un ordre existant, mais de façonner l'ordre à venir. C'est une perspective différente. Le monde ressemble de plus en plus à un bâtiment fissuré, dont les murs portent encore les traces d'un idéal ancien. L'aide a longtemps servi de plâtre, comblant les lézardes sans toucher aux fondations. Mais les fissures se sont multipliées au point que les réparations ne suffisent plus. Il faut désormais rebâtir. Et c'est l'Afrique, paradoxalement, qui détient les plans de cette reconstruction. Non pas parce qu'elle aurait fait mieux, mais parce qu'elle a appris à bâtir sur le sable sans perdre l'équilibre. Elle sait que les structures les plus solides ne sont pas celles qui résistent au vent, mais celles qui se plient sans se rompre. Dans la refondation du monde, ce savoir-faire sera sa véritable force. Merci.